Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Fan du crédit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne une certaine catégorie de population qu'on a parfois du mal à appréhender et surtout qu'on pense avoir du mal à financer. Je veux parler des seniors. Alors, pour parler de cela, on a pris une thématique qui s'appelle le financement du viager, mais qui va bien évidemment déborder de tout cela. Pour pouvoir évoquer tout cela autour de moi, des personnes de grande qualité, des experts sur ce sujet-là, Sophie Richard. Bonjour Sophie. Bonjour. On parlera et vous pourrez représenter les unes les autres vos structures. Sophie est fondatrice et présidente du réseau Viagimo, pour ceux qui connaissent cette entité. Julien Wackenheim. Bonjour Julien, un grand plaisir, un des big boss de CFCAL Bank, donc directeur commercial et développement de CFCAL. Tout à fait. C'est ça, qui nous parlera aussi de ses produits et de ses solutions pour cette population-là. Thomas Abinal. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Fondateur et dirigeant de Monetivia, solution également très originale, construite, très bien co-construite d'ailleurs aussi, et qui est une solution alternative sur ce type de financement. Absolument. Et Virginie Hérisson. Bonjour Virginie. Bonjour. En l'occurrence, responsable du marché crédit particulier au sein de BPCE pour le réseau Caisse d'épargne. Exactement. Et qui nous parlera un petit peu de la redynamisation du prêt viager hypothécaire, ex-crédit foncier. Et qui est toujours passé crédit foncier. Et toujours crédit foncier. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être là. Alors, l'occurrence, le vieillissement de la population française et au-delà des sujets et des débats politiques du moment est une réalité qu'on évoque déjà, et malgré mon grand âge, depuis que je suis tout jeune, en l'occurrence avec tout ce qui va toucher à la dépendance, aux soins et également au financement des projets, parce que c'est pas parce qu'on a 60, 70, voire 80 ans qu'on est dépourvu automatiquement de projets. Il y en a même qui refont leur vie, y compris matrimoniale à ce moment-là. J'ai déjà été confronté en tant que financeur sur ce genre de sujet. Donc l'accent, c'est sur cette autonomie des seniors dans la capacité à pouvoir piloter leur vie et leurs projets dans tout cela. La solution de rendre liquide son patrimoine était vraiment un gros sujet, alors qu'il soit composé d'immobilier, qu'il soit composé d'autres choses que l'immobilier. Dans tous les cas, ça reste pour certaines personnes un sujet prégnant parce que plus de conjoints, disparition, prédécès ou vie solitaire, pas toujours des enfants ou des enfants qui s'occupent pas forcément de soi. Donc comment je peux me débrouiller pour pouvoir malgré tout réaliser mes projets dans des conditions comme celle-ci? Voilà le sujet de la journée et avec vos solutions aussi diverses et variées que bonnes les uns les autres. Alors, j'avais promis qu'on fasse un tour de table pour pouvoir présenter vos structures. Sophie. Oui, c'est moi. C'est toi. Donc, je suis la fondatrice du réseau Viagimo. C'est un réseau d'agences immobilières spécialistes de la vente en viager, nue propriété et gestion viagère. On a des agences un peu partout en France maintenant. Et on est soumis à la loi Hoguet, on est agent immobilier. On va faire rencontrer des projets de vie entre un vendeur et un acquéreur autour de la monétisation du patrimoine. Merci. Tout un programme. On est sur du viager civil principalement. Alors, ou pas? Civil, on peut dire viager civil dans la mesure où c'est du code civil. Oui. Le droit civil a réglementé le viager en 1804, mais usuellement on ne dit pas trop droit, on ne dit pas trop viager civil. D'accord. Le Le démembrement. Alors, le viager, juridiquement, c'est une vente en pleine propriété où un vendeur va se réserver une occupation, un droit d'usage et d'habitation, alors que la nue propriété, c'est un démembrement de propriété. On va vendre une nue propriété et un usufruit, mais je pense qu'on en parlera peut-être avec Monetivia un peu plus tout à l'heure. Merci. Julien, CFCAL Bank. Oui, donc le doyen du prêt hypothécaire en France. Tout à fait. Faut-il le rappeler? Banque de 1872, filiale du groupe Crédit Mutuel Arca depuis 2010. La particularité, c'est qu'on est vraiment un expert du crédit hypothécaire, mais pas que, et qu'on accompagne finalement beaucoup de seniors ou de gens qui cherchent aussi un peu de durée dans leur crédit.
Et la dernière particularité, c'est qu'on bancarise pas les gens. Donc, parce qu'on travaille uniquement via des distributeurs externes, donc des courtiers IOBSP, pour distribuer nos produits à la fois de crédit, dont on va parler, et aussi d'épargne, qui est une nouvelle activité pour le CF7. Eh ben, on va parler effectivement de tout cela. Thomas, alors j'ai vendu un petit peu, j'ai fait mon teasing tout à l'heure dans le tour de table en disant que c'était très original. Alors, Monetivia, c'est quoi? Alors, Monetivia, notre terrain de Comment jeu... ça marche, disait quelqu'un. À notre terrain de jeu d'abord, comme le disait Sophie, c'est vraiment ce que nous on appelle la monétisation du patrimoine immobilier. Donc, pour nous, la catégorie, on l'appelle pas viager, ce qui est la façon dont conçoivent généralement les gens cette catégorie, puisque c'est vrai qu'on prend un senior qui va vendre son bien, qui va rester chez lui, on va tout de suite penser que c'est du viager. Voilà, en fait, le sujet il est plus large. C'est ce qu'on appelle en général la monétisation du patrimoine immobilier. C'est pour ça que les solutions de crédit font partie de cet univers. Et alors nous, on a pris le sujet de façon un peu différente de celui de Sophie, puisque nous, on s'est tout de suite un peu focalisé sur le segment des familles. Donc, nous, on a vu qu'il y avait 90% des seniors qui avaient des héritiers directs. Et on s'est dit, il y a probablement beaucoup de ces gens-là qui ne veulent pas vendre en viager. Et du coup, on a travaillé on s'est spécialisé sur la vente en nue propriété. On fait aujourd'hui que de la vente en nue propriété. Et puis, effectivement, on a cherché à étoffer la gamme de l'existant avec notamment un schéma qui s'appelle le contrat Monetivia qui se veut le moins risqué du marché en termes d'aléas économiques. Voilà. Sur lequel on va revenir un peu pour le détail. Voilà. Donc, on est spécialisé sur la vente en nue propriété, plutôt axé sur les familles. En résumé. Merci. Virginie, alors, on disait l'ancienne offre Crédit Foncier basculé suite à la disparition de cet établissement, ou son digestion de l'établissement. Oui, non, l'établissement vit toujours, donc n'a plus les mêmes activités qu'on connaissait avant, notamment sur la partie courtage et prêt immobilier. Donc il y a encore des activités, effectivement. On a profité au sein du réseau Caisse d'épargne, mais également pour les banques populaires, donc au sein de BPCE, de cette expertise en fait au sein du Crédit Foncier, de remettre en marché finalement le prêt viager hypothécaire, du coup, qui est une autre solution de mes collègues, de partir en fait sur un maintien de la propriété et le fait d'hypothéquer le bien pour rendre liquide celui-ci et aller et offrir des possibilités pour les occupants de plus de 60 ans en fait, de les accompagner sur leur projet. Donc déploiement, parce que voilà, c'est des grosses sur machines. Exactement, donc c'est le déploiement depuis le début de l'année sur l'ensemble des caisses d'épargne, d'avoir accès à cette offre, que ce soit pour des clients ou des prospects. Alors tout de suite, on va le préciser pour que les choses soient claires vis-à-vis de nos auditeurs. Cette offre-là, dans le sens de la caisse d'épargne, elle n'est pas forcément accessible directement pour les distributeurs intermédiaires, mais par contre, elle existe et il faut l'avoir dans son giron. Tout à fait. Voilà. Alors Sophie, tu me tendais la perche tout à l'heure. C'est pas exactement ça le viager civil. Donc, je suis pas revanchard, mais explique-nous un petit peu. Mais en fait, littéralement, c'est juridiquement correct, parce que le viager est civil dans la mesure où il est inscrit dans le Code civil. Depuis 1804, il est organisé juridiquement, donc on ne fait pas n'importe quoi avec la vente en viager. De manière générale, c'est quoi le viager? C'est ce qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est le financement de la dépendance, c'est répondre aux besoins de maintien à domicile de nos vendeurs, c'est 9 Français sur 10. C'est de monétiser un patrimoine qui jusque-là est endormi. 78% des seniors sont propriétaires de leur logement, donc c'est une solution qui leur est ouverte. Et l'idée, c'est de rendre mobile l'argent qui est immobilisé dans leurs biens immobiliers en revenus complémentaires pour mieux vivre sa retraite, pour donc le maintien à domicile en cas de viage occupé, pour protéger le conjoint survivant également, pour transmettre tout ou partie également du bouquet du financement qu'il aura perçu à leurs enfants. Et c'est vraiment de répondre à cette bombe à retardement qui nous attend tous. On est dans une bascule démographique qui est quand même inédite dans notre histoire moderne. Quand on sait que les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans d'ici 2030, c'est demain, ça n'est pas qu'une statistique. Ça nous dit quoi? Ça nous dit un monde qui change, une société qui vieillit, qui doit repenser de nouveaux équilibres.
Et donc, la monétisation du patrimoine au sens large va permettre de répondre à la triple urgence qui nous presse tous, soutenir les finances publiques, et on en a grand besoin et c'est au cœur du débat politique, favoriser l'accession à la propriété. Même si la propriété n'est pas vraiment au cœur des priorités des politiques, c'est quand même une urgence pour les Français. Et surtout, redonner de l'autonomie à nos grands-parents. Et quand on parle d'autonomie, on ne parle pas que de questions d'argent. On parle avant tout de... Un vendeur ne veut plus être dépendant ni de l'État, ni de leurs enfants. Donc c'est une question de dignité. Et resituer la monétisation du patrimoine au cœur du débat politique, c'est une des solutions pour ouvrir des horizons nouveaux, là où l'immobilier dort jusqu'à présent, d'avoir un pacte de liberté pour profiter de son 3e et 4e âge à domicile. Donc ça, c'est pour les vendeurs. Et côté acquéreur, ça va permettre à un acquéreur d'investir dans une valeur refuge. L'immobilier, la pierre reste la valeur préférée des Français. À l'heure où on parle des perspectives de ponction sur l'épargne, ça inquiète. Donc on a de plus en plus d'acquéreurs qui veulent investir leur placement dans une valeur tangible, la pierre, de manière échelonnée dans le temps, sans forcément avoir recours à l'emprunt. On pourra le voir après avec les autres offres qui sont possibles sur la monétisation du patrimoine. Et surtout, les acquéreurs n'ont pas forcément conscience de l'éthique qui va entourer la vente en viager et la vente en nue propriété. Parce que, au lieu de laisser dormir son argent sur des placements qui ne nous attendent pas dans un coffre-fort, ils vont le mettre au chaud dans un coffre-fort immobilier et surtout, ils vont donner de la liquidité à nos vendeurs pour mieux vivre, pour aller au restaurant, pour changer leur baignoire en douche. Bref, ça fait de la collecte de TVA pour l'État. Et ça, à mon sens, un nouveau plan de relance économique. Voilà. On est enfin dans une économie circulaire, là où l'argent est immobilisé de part et d'autre, dans le capital immobilier côté vendeur et dans le capital financier côté acquéreur. Alors une question que je poserai à chacun et chacune d'entre vous, c'est la typologie des biens qui sont, entre guillemets, distribuables ou mobilisables, comme vous utilisez vos noms. On est principalement sur du résidentiel en général, ou est-ce que ça peut être d'autres? Est-ce que c'est aussi un choix stratégique parfois d'aller sur cette typologie de résidentiel plutôt qu'autrement? Voilà, ça c'est des sujets. Toi, tu as déjà eu... Alors, tout peut se vendre sur le principe en monétisation du patrimoine, que ce soit la résidence principale, donc c'est le plus courant, que ce soit une résidence secondaire, que ce soit une résidence locative. On pourra peut-être y revenir si on a le temps, parce qu'on n'aura pas le temps tout aborder, mais résidence locative, on a beaucoup de seniors où on leur dit vous louez actuellement une passoire thermique, vous n'avez plus le droit de louer votre bien, ou alors il faut que vous fassiez des travaux. Sauf qu'une personne, passée un certain âge, n'a peut-être ni l'argent, ni l'énergie pour faire des travaux de performance énergétique, ce qui fait que le logement reste vacant. Et en face, on a des primo-accédants, on a même des étudiants qui parfois renoncent à leurs études par défaut de logement. Et donc, le viager libre permet de devenir propriétaire. C'est un moyen d'accession à la propriété, c'est un tremplin vers la propriété, en quelque sorte. Donc, les types de biens, c'est aussi une idée reçue de penser que le démembrement, de manière générale, et le viager ne concernera que la région PACA ou Paris, parce que 80% du marché, c'est de la province. C'est des biens à partir de 100 000 euros qui peuvent aller effectivement sur des biens à plusieurs millions d'euros sur Paris. Mais les retraités qui sont en souffrance financière, en grande précarité, on assiste à une vraie paupérisation de nos anciens, ce sont des gens à revenus de retraite assez modestes et qui ont besoin d'un maintien à domicile pour des logements entre 100 000 et 300 000 euros. C'est plutôt la moyenne de nos biens. Après, je vais en reparler, puis je pense qu'on va en parler aussi avec Julien, parce que le sujet de la garantie sur le bien tient aussi compte de sa liquidité du marché. Et donc, j'imagine que cette notion de zone moins tendue fait que la priorité ou l'appétence des investisseurs va plutôt sur des zones qui sont avec un marché très fluide. Voilà. Liquide, mais attention, je pense que les acquéreurs aussi investissent là où ça fait sens. On investit souvent dans une région qu'on connaît.
Donc on a des Ouais. acquéreurs qui vont aussi investir dans la commune où ils ont toujours vécu enfant, parce que voilà, ça a du sens pour eux aussi, au-delà de la liquidité du bien. Ben, on avance un peu sur les solutions. Alors, CFCAL Banque, oui. Le viager hypothécaire mis au catalogue il y a 2 ans, je crois, Tout à fait. quelque chose, si je me souviens bien. Et puis, désormais, une nouvelle offre qui sort. Tu nous donnes un petit peu un échantillonnage et une analyse de ce que c'est? Ouais, c'est très intéressant. Je vais rebondir ce que tu disais. Nos clients, c'est nos partenaires finalement qui répondent à des besoins de retraités, de gens qui ont des projets. Parce qu'il y a le sujet du maintien à domicile que tu as très bien développé, et il y a le sujet des projets. Tu disais que quand on a 60 ans, 65 ans, on a toujours investi. Oui, un peu de respect pour votre animateur, s'il vous plaît. J'ai dit, on a toujours investi et qu'on a peut-être envie encore d'investir dans l'immobilier, mais généralement, on est souvent limité par des durées un peu courtes à cause de son âge. Chez CFCL, on va jusqu'à 95 ans âge fin de prêt pour continuer à accompagner les investisseurs qui continuent à investir malgré leur seniorité, si je puis dire. Deuxième élément, je vais parler de mes distributeurs, parce que finalement, mes distributeurs, c'est les courtiers en crédit qui ont les clients en face d'eux, qui répondent à des besoins. Donc, je disais sur des investissements locatifs ou peut-être un événement de la vie, tu évoquais un sujet matrimonial, un sujet de passage à la retraite. Quand on passe à la retraite, baisse de revenus, besoin de retravailler sa dette et donc peut-être faire un prêt hypothécaire pour accompagner finalement ce passage à la retraite, cette baisse de revenus. Donc ça, c'est finalement le cœur de métier de CFCL. On a diversifié aussi notre réseau de distribution. Donc notre famille reste ancrée sur le monde du regroupement de crédit et les distributeurs crédit. Et on a diversifié sur les CGP. Et donc là, on parle transmission patrimoniale, monétisation du patrimoine. Pourquoi ? Parce que on voit que les nouvelles générations, on parlait d'immobilier, peuvent pas acheter. Seul, très très compliqué de pouvoir acheter aujourd'hui parce qu'on vient d'avoir son premier CDI, parce qu'on vient d'avoir un enfant, etc. Et que les parents et les grands-parents, moi je suis papa, demain si mes enfants ont besoin d'être accompagnés, je ferai tout pour essayer de les aider. Mais, et c'est une data que je n'avais pas, 78% des Français sont propriétaires, des seniors sont propriétaires. On parle des 9 000 milliards des baby-boomers qui vont arriver à un moment donné, qui vont être légués à la nouvelle génération. Je pense qu'il faut qu'on revienne aux besoins. Les générations, elles ont besoin maintenant. Et les parents, ils n'ont pas envie d'attendre leur mort pour finalement aider leurs enfants. Donc nos solutions autour de la table permettent finalement d'accompagner ces jeunes générations, cette envie aussi d'aide de la part des seniors, d'aider cette génération-là. Chez CFCL, on a 3 solutions. Notre métier historique, c'est le crédit hypothécaire, pouvoir remettre de la dette de manière très classique parce qu'on a la capacité de remboursement de cette dette-là sur son bien immobilier. Le deuxième, c'est le prêt viager hypothécaire, parce que peut-être qu'on a une trop petite retraite, on n'a qu'un patrimoine immobilier et on n'a pas de patrimoine financier. Donc, c'est une autre solution en plus de la solution de viager classique ou du nu propriété. Et le dernier, j'en parlerai juste vraiment 10 secondes, c'est la capacité de mobiliser son patrimoine financier, parce que si on a 70 ans, on n'a pas un intérêt de vouloir casser son assurance vie ou en tout cas la répartition de son placement, et de faire un crédit amortissable sur 25 ans, donc toujours sur le même trend de âge fin de prêt 95 ans, pour rendre liquide son assurance vie, faire une donation, financer sa dépendance ou, chose un peu innovante, même acquérir des placements financiers réglementés qui n'existent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut créer du patrimoine soit en pierre physique, soit en
papier via l'acquisition de parts de SCPI, on en fait un petit peu aussi. Mais il n'existe pas finalement de financement pour acquérir de la dette infrastructure qui finalement aussi participe à la création des réseaux en France. Voilà, il y a plein de sujets où le levier du crédit, on est ici fan du crédit, où le levier du crédit permet finalement d'accompagner un peu ces besoins. Voilà, je reviens sur le sujet du besoin, et ce besoin-là, c'est mes courtiers partenaires externes Qui te le font remonter. qui le font remonter et qui utilisent finalement les solutions pour répondre à ces besoins. On reviendra sur ces sujets-là, parce que vous imaginez bien que je suis très précautionneux par rapport à toutes ces solutions, notamment sur la notion de personnes d'une seniorité plus avancée ou d'une seniorité malade, avec la notion de prévention, de protection, voire même, et des situations qui peuvent en découler, avec quelquefois aussi des personnes peu bienveillantes qui peuvent en abuser. Mais en tout cas, déjà, avoir des solutions qui existent sur le marché, c'est déjà mieux que de rien avoir, parce que pendant longtemps, on n'avait pas grand-chose. Thomas, Monetivia. Oui, alors, On y vient. un petit peu plus sur nos solutions. J'aurais juste rebondir avant sur ce qu'ont dit Julien et Sophie. C'est vrai que je pense qu'il y a un point important, c'est que les besoins ont évolué. Les besoins ont évolué. On a une génération de baby-boomers maintenant qui est rentrée dans la tranche de plus de 70 ans depuis quelques années, mais c'est pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Ils n'ont pas les mêmes besoins, et notamment, moi je corrobore ce que vous avez dit tous les deux, sur le fait qu'il y a beaucoup de seniors aujourd'hui qui, une de leurs motivations pour faire remonter du cash de leur immobilier, c'est de le donner à leurs enfants, pour permettre à leurs enfants de mener à bien leur projet, par exemple d'acquisition immobilière. Je crois que ça, c'est un peu nouveau. Enfin, en tout cas, c'est récent. C'était pas Peu importe la fiscalité, d'ailleurs. Enfin, là, ça Oui. aide un peu, Oui. notamment pour l'acquisition dans le neuf, etc. Voilà, mais- quelle que soit la fiscalité, il y a quand même le constat, effectivement, que, en gros, on a cette génération des plus de 65-70 qui est massivement propriétaire d'immobilier, avec le trésor de guerre dont on parlait, là, de 9 000 milliards. Puis derrière, on a une génération qui, pour certains, ont du mal, qui travaillent, qui ont des boulots tout à fait de cadre, voire même qui payent correctement, mais qui n'arrivent pas à acquérir, parce que les marchés sont chers, etc. Et donc, les besoins ont évolué. Il y a évidemment le besoin du financement de la dépendance aussi, qui croît chaque année un peu plus. 53 milliards de dépenses publiques. Ouais. Attendez. Voilà, c'est des enjeux, et Sophie l'a bien dit, il y a des enjeux derrière qui sont colossaux, à la fois de satisfaction de besoins qui sinon ne sont pas satisfaits, puis il y a des enjeux de circulation de l'argent dans l'économie aussi qui sont assez importants. Le gouvernement en a même pris conscience, puisque la disposition exceptionnelle de transmission jusqu'à 100 000 par personne, maximum 300 000 jusque fin 2026, oui c'est ça, fin 2026, est quand même une prise de conscience. Tout à fait. Avec tout le paradoxe aujourd'hui, c'est que c'est qu'on est en train de revenir sur d'autres sujets. Ils ont besoin de trouver d'argent que Exactement. Inciter fiscalement à des dispositifs vertueux, c'est quand même compliqué. Donc là, on verra ce qui sortira du chapeau ces prochaines années, mais... Ou semaines. Ou semaines, oui. Mais je pense qu'on ne va pas pouvoir parler en année, même maintenant. Je suis pas sûr qu'il faille, en tout cas, baser nos solutions sur la fiscalité, parce que, globalement, l'État a besoin d'argent. Donc, Alors nous, chez Monetivia, je le disais, on est vraiment spécialisé sur la vente en nue propriété, donc avec cette idée de récupérer le plus de capital possible. Alors, excuse-moi de t'interrompre, Thomas. Oui. Juste parce que je suis pas toujours certain, je préfère prêcher le diable, mais je suis pas toujours certain que tout le monde maîtrise totalement un bien, une propriété en France, la pleine propriété, est en fait la décomposition de 3 composantes. L'usus, le fructus et l'abusus, sauf qu'il y en a 2 qui sont absolument pas dissociables, et puis il y a l'usufruit, voilà. Exactement. En fait, il y a deux familles de solutions, Sophie a commencé à en parler, mais soit le vendeur va garder un droit d'usage et d'habitation, et là ça va s'appeler du viager, peu importe après comment le montant à payer est véritablement payé. Est-ce que c'est que du capital? Est-ce que c'est du capital et de la rente? En tout cas, à partir du moment où on garde un simple droit d'usage d'habitation, c'est du viager. Par contre, si on garde un usufruit, c'est-à-dire un droit qui permet d'habiter, mais aussi de mettre un locataire dans les lieux, là, ça devient du démembrement de propriété, avec d'un côté la nue propriété qui va être vendue à un investisseur. Donc là, on n'est pas dans une logique de prêt. Parce qu'il y a 2 familles, dans tout ce qu'on a dit depuis le début. Il y a « je veux garder le contrôle du bien »,
dans mon patrimoine, je suis plutôt dans une logique d'endettement, de prêt, ou alors je suis prêt à le vendre, et là on est plutôt dans la vente en viager ou la vente... Je suis prêt ou j'ai pas le choix. Oui, alors souvent je crois que le PVH, comme il se développe, il y a pas mal de solutions qui sont possibles, hein, mais le financement, voilà, c'est aussi des solutions, il y a de l'innovation, etc. Mais en tout cas, si je suis prêt à le vendre, on va être plus dans la vente en viager ou la vente en nue propriété. Donc la différence, c'est qu'effectivement, le vendeur en nue propriété, il garde ce droit locatif, ce qui peut faire sens ou pas, hein, ça dépend des gens. Nous, on aime bien chez Monetivia l'usufruit parce qu'on considère que c'est un droit qui a de la valeur, et surtout dans des villes en tension foncière, on est sur des marchés de pénurie au niveau de la location. Donc c'est toujours bien de conserver un droit qui va potentiellement derrière pouvoir être utilisé pour retirer des revenus complémentaires s'il y avait besoin. Ça, c'est la première différence. Et puis après, effectivement, chez Monetivia, nous, on s'est attaché à développer une solution basée sur la vente en nue propriété qui se veut très protectrice sur le plan patrimonial, puisqu'on s'est dit, nous, ce qui nous gêne dans tout ce type de solution, c'est finalement, on vend son bien, on reste chez soi, et puis forcément, on touche beaucoup moins que la valeur du bien, puisqu'on reste chez soi à vie. Donc si on est jeune, ça fait ce qu'on appelle des décotes assez importantes. Et du coup, avec ces décotes, qui sont amplifiées si jamais il y a de la rente, il y a le risque finalement, en cas de décès, rapide, qui peut arriver, de quelque part, de mal vendre son bien. Ou en tout cas, finalement, de faire une opération où la famille, entre ce qu'elle a récupéré comme cash, peu importe comment c'est versé, et ce qui a été utilisé comme période d'utilisation du bien, finalement, elle a sous-vendu son bien. Bon, et nous, comme on se disait qu'il y avait probablement des gens qui étaient réfractaires à toutes ces solutions à cause de ce risque, on a cherché à développer une solution qui va réduire l'aléa économique au maximum. Donc ce qu'on fait, c'est de la vente en nue propriété, mais on ajoute là-dessus des mécanismes de protection du vendeur et de l'acheteur. Donc le vendeur, on va chercher à protéger ses héritiers, donc ce qui va l'intéresser s'il a des héritiers. S'il n'en a pas, forcément, il sera peut-être moins sensible à ce sujet-là. Ouais, sur le décès prématuré, etc. Voilà, donc en cas de décès prématuré, on va demander à l'acheteur de verser une soulte à la succession. Tous les acheteurs non plus ne sont pas intéressés par cette solution, mais il y en a qui sont prêts, dans la mesure où ils récupéreraient le bien plutôt prévu, à remettre un peu au pot et à faire un prix qui est plus justifié sur le plan économique. Et puis on va chercher aussi à protéger l'investisseur. Parce que derrière, on a vu que dans une vente, il y a un investisseur. Donc lui, son optique, c'est quand même quelque part de gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre dans la durée. Et certains investisseurs sont un peu épouvantés ou peuvent être un peu... épouvanté par ce que nous on appelle chez Monetivia le risque gêne calmant. C'est-à-dire, j'achète un bien, le vendeur il est censé rester chez lui 15 ans dans l'équation économique. Bon, et s'il reste 25 ans, je vois quand même mon équation économique, moi, l'investisseur, se détériorer. Et c'est là où nous, on a prévu de mettre en place une assurance avec Allianz, l'assureur, qui va, dans ce cas-là, indemniser l'investisseur. Donc on a une solution qui, pour ceux que ça intéresse, de prendre le minimum de risque, en fait c'est ça le sujet, c'est de prendre le minimum de risque économique. On a cette solution qui en fait aboutit à un prix qui finalement est rééquilibré dans le futur en fonction de ce qui se passe vraiment. Oui, voilà. Tu diminues les risques financiers liés aux aléas de la durée de vie. Et c'est pas... Sans remettre en cause le caractère aléatoire. Il y aura toujours un aléa sur la date de récupération du bien et sur la date de concrètement combien de temps le bien va être occupé, mais ça c'est au cœur de l'équation. On a un vendeur qui veut rester chez lui à vie. Mais effectivement, certaines parties prenantes veulent supprimer les risques. Bon, d'accord. Avec ce contrat, on s'adresse à cela. Sachant qu'on le voit bien aujourd'hui, je crois que tout ça, c'est un continuum de solutions. Derrière, ça dépend effectivement comment les gens veulent positionner un certain nombre de curseurs. Est-ce que le bien reste dans mon patrimoine ou pas? Est-ce que je suis sensible aux risques financiers ou pas? Voilà. Puis ça, après, Est-ce que j'ai besoin d'une rente? Est-ce que j'ai besoin d'une rente? Quelle est ma situation de famille réelle? Là, on tombe dans notre sujet à tous, je pense aussi, qui est quelque part de conseiller nos clients en fonction de la compréhension. De partir du besoin, oui. Voilà, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur patrimoine, de leur attitude patrimoniale aussi. Et le but, c'est pas de vendre une solution pour vendre une solution, c'est de vendre la solution en fonction de... adéquate à la... Et par rapport je rebondis justement sur le risque de la longévité de la personne, du senior avec le phénomène gêne calmant. Moi, je suis très factuelle, donc je regarde souvent les chiffres. Et en France, l'INSEE dénombrait 23 000 centenaires. 23 000 centenaires, c'est 0,03% de la population française. Donc on voit bien que
ça reste un micro-exemple, et dans les 23 000 centenaires, plus de 95% ont moins de 105 ans. Donc ça rétablit aussi le débat sur est-ce que je vais surpayer ou pas un viager. J'ai pas forcément toutes les chances Oui, d'avoir une doyenne de l'humanité en face de moi. Quoi. C'est pour ça que c'est très bien d'avoir l'occasion d'en parler, parce que ça permet de dépoussiérer, de démocratiser, mais surtout de faire fi un petit peu les idées reçues ont la peau dure, et c'est vraiment avec de la pédagogie qu'on va réussir à faire basculer les barrières psychologiques qu'il pourrait avoir autour du démembrement et du viager. Alors, j'en profite aussi pour dire, investisseurs, dans votre bouche, aux uns et aux autres, c'est pas forcément une grosse foncière qui a 400 biens, etc. Ça peut être un investisseur, ça peut être une personne physique qui commence à se constituer un patrimoine à son rythme et sur cette typologie. Ouais, nous, chez Motivia, la mission qu'on se donne, c'est quand un vendeur vient nous trouver, c'est de lui trouver un investisseur. J'ai envie de dire quel qu'il soit. Donc, effectivement, en fonction des moments, d'ailleurs, par exemple, il y avait des institutionnels très actifs il y a 3 ans qui sont aujourd'hui très très peu actifs. Bon, voilà, le paysage il peut évoluer aussi, mais qu'ils soient institutionnels ou particuliers, effectivement, il y a beaucoup de particuliers aujourd'hui qui veulent plus faire du locatif parce que c'est plus intéressant pour plein de raisons et qui vont donc se tourner vers le viager ou l'investissement du propriété. Mais quel qu'il soit, voilà, derrière, on a un investisseur. C'est-à-dire qu'on a, et ça rejoint la question que vous posez tout à l'heure, on a un investisseur qui veut quelque part placer son argent et donc gagner de l'argent aussi dans la durée. Et je pense que dans certains cas, ça induit le type de bien auquel il va s'intéresser ou pas, effectivement. Et là aussi, il y a différentes typologies d'investisseurs. Je pense que une des forces de la vente en viager, c'est aussi d'être très présent localement partout, aujourd'hui en France. Et donc, ça satisfait aussi le besoin d'acheteurs qui veulent absolument acheter localement. Il y en a beaucoup. Et après, voilà, la liquidité, je pense pour nous, en tout cas pour nos investisseurs en propriété, elle est assez importante. Je pense pour les institutionnels aussi, parce que voilà, on voit qu'il y a des territoires qui sont quand même globalement sur des logiques de dévitalisation dans la durée, d'autres qui sont sur des logiques de marché qui montent. Et je pense que l'investisseur en immobilier occupé, je pense qu'il a quand même besoin d'être convaincu que ça va monter. Parce que, certes, il va récupérer, entre guillemets, la décote, parce qu'un jour, il y aura plein de propriétaires. Souvent, il espère quand même aussi que le marché va monter. Et donc, pour ça, oui, d'avoir une valorisation du bien immobilier. Après, il y a aussi, on pourra peut-être le voir après, tout ce qui peut faire peur à l'investisseur, c'est toute l'ultra-réglementation qu'on a autour de l'immobilier, le locatif, la fiscalité qui est oppressante et qui n'est plus du tout intéressante. Aujourd'hui, il n'y a plus la possibilité dans certaines copropriétés de mettre des lots en Airbnb, en location saisonnière ou autre. Donc, ça change le paysage de l'investissement locatif au sens large. Merci. Virginie, alors, caisse d'épargne, banque traditionnelle, banque mutualiste, banque générale, universelle, on dit, c'est pour combler une solution qui n'existait pas pour pouvoir suivre les évolutions démographiques qu'on a quand même pris cette décision d'aller réactiver, je répète, parce qu'elle était quand même un peu tombée en désuétude, la fameuse offre Reversimo du Crédit Foncier. Mais c'est tout ça. Et comment sont perçues justement ces décisions pour le réseau qui, lui, est confronté à ces demandes et qui, jusqu'à présent, ne pouvait pas vraiment y répondre. Justement, c'est avec l'offre PVH, ça nous permet justement de combler ce trou qu'on avait dans la raquette, puisque sachant qu'on a quand même une population au niveau de nos clients qui est vieillissante aussi. On n'est pas, voilà, on essaye de rajeunir. Vous jetez pas les seniors pour apprendre que des jeunes. Au contraire. Donc, on a un portefeuille qui est vieillissant aussi. Et donc, comment on accompagne finalement nos seniors dans leurs projets, que ce soit effectivement des projets de maintien à domicile, des projets divers et variés, que ce soit effectivement sur la transmission et les donations auprès des enfants ou des petits-enfants, où c'est vraiment devenu aussi des besoins importants. Donc, on n'avait pas de solution à proposer à nos clients sur cette partie-là. Et effectivement, comme le disait Sophie, c'est 21 millions d'ici 2030, 21 millions de personnes de plus de 60 ans, dont les 3/4 sont propriétaires de leur résidence principale. Donc, comment aller chercher une solution pour pouvoir les accompagner, et population vieillissante, pareil, augmentation des besoins aussi, divers et variés, que ce soit sur la rénovation énergétique, sur le maintien à domicile et tous les autres projets. Donc effectivement, le fait d'avoir cette offre-là
ravi les réseaux. Donc après, au niveau de la distribution, on passe quand même par des cellules spécialisées, puisqu'il y a un accompagnement spécifique aussi de ces clients. On va en parler juste après, justement, de cet encadrement législatif Exactement. qui, comme le disait Sophie et le rappelait, ont été renforcés, et notamment sérieusement renforcés depuis l'ordonnance de 2006 par rapport à tout ça. Tout à fait. Eh bien, venons-y. Donc oui, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir différentes hypothèses. Certains de vos confrères financeurs ont même, à un moment, se sont lancés dans des tests également sur ce type de prêt viager hypothécaire, mais avec des conditions restrictives assez fortes. Il ne fallait pas qu'il y ait de conjoints survivants, il ne fallait pas qu'il y ait d'héritiers, ou pas directement, il fallait... Par contre, la réalité, c'est qu'on altère quand même le patrimoine de la personne. Ça veut dire que ces sujets-là, et vous allez me dire si je dis une bêtise, sont quand même systématiquement vérifiés et passés devant des actes notariés avec une information contrôlée et voire même quelquefois une information des héritiers ou ayants droit par rapport à ça. Comment ça se passe, Sophie, là-dessus sur... Alors, évidemment, en plus vous parlez à une juriste, donc... Oui, mais j'osais pas remonter. J'ai ce défaut-là. Et donc, évidemment, j'ai créé l'offre Viagimo sur mes repères juridiques et cette urgence de protéger une population dite peut-être à risque, en tout cas que ce soit sur la capacité intellectuelle à contracter, la capacité physique aussi, puisque l'aléa et le démembrement, la monétisation au sens large, repose sur... l'aléa. Donc, il ne faut pas que les dés soient pipés dès la vente. Donc, en ce qui nous concerne, ça reste une vente immobilière. Donc, on va rapprocher un vendeur et un acquéreur. On va prendre un mandat de vente, on va le commercialiser, on va rédiger l'avant-contrat et puis après, on fera la vente effectivement devant chez le notaire. Et chez Viagimo, c'est une population dite fragile qu'on connaît particulièrement bien, puisqu'on est référencé notamment auprès des curateurs, des mandataires judiciaires, qui vont chercher à trouver des solutions pour leurs majeurs protégés. Parce que là, il y a un vrai sujet, c'est qu'une maison de retraite, c'est en moyenne minimum 3 000 € par mois par personne. Encore faut-il trouver la place. Déjà, quand on passe sur les attentes, et quand on ne parle pas de résidence médicalisée, quand on a des grands-parents victimes d'Alzheimer ou autres, c'est un autre sujet. Donc un couple n'a pas forcément 6 000 € par mois de retraite pour financer cette EHPAD, cette dépendance. Et notamment depuis le Covid, on s'est rendu compte que nos grands-parents, nos aînés, n'étaient pas si mal que ça chez eux. Et quand ils sont partis en maison de retraite, ils se sont retrouvés isolés dans souvent un 9 mètres carrés, sans pouvoir voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ils se sont dit, finalement, j'avais peut-être juste besoin d'un coup de pouce financier pour adapter le logement à une situation de dépendance. Donc, comme on l'a vu, Thomas l'a précisé aussi tout à l'heure, les motivations de vie, de mettre en vente en viager ont vraiment évolué. On a effectivement ce maintien à domicile, 9 Français sur 10. On a besoin de revenus complémentaires, on a besoin d'hériter de soi-même, parce que la population étant vieillissante, souvent ça saute d'une génération quand on hérite de ses parents. On a nous-mêmes à peu près une 60aine d'années. On est installés, on est peut-être... Voilà. Et c'est plutôt les petits-enfants aujourd'hui qui sont à profit pour vivre cette succession. Donc aujourd'hui, on n'est plus... Je pense qu'il est urgent aussi de rester figé dans la nostalgie d'un modèle de retraite unique. Et au contraire, de s'ouvrir vers des horizons nouveaux où le patrimoine qui est immobilisé va pouvoir avoir justement ce nouveau pacte social, pacte de confiance entre les générations, et qu'un senior peut profiter de sa retraite avec le fruit qu'il a investi toute sa vie. Et tout à l'heure, quand j'écoutais Thomas, je pensais notamment à la région parisienne, ou Paris plutôt intramuros. On a beaucoup aussi de seniors qui ont hérité de leurs parents après-guerre un immobilier fort onéreux avec de l'IFI, des charges de copropriété de plus en plus lourdes, avec des rénovations énergétiques également sur la copropriété, et qui n'ont pas les pensions de retraite pour maintenir un niveau de vie et de payer ce patrimoine immobilier. Et donc, ils sont dans la contrainte de devoir vendre
leur logement pour pouvoir en bénéficier et continuer d'en jouir. Justement, cette protection des ayants droit, héritiers, etc., c'est un sujet qui est très, très prégnant dans l'approche bancaire, hein, Julien, Virginie. Je dis pas qu'elle l'est pas chez vous aussi, hein, Sophie et Thomas, mais le risque de mauvaise fortune, le risque de mauvaise communication est un sujet qui est vraiment appréhendé. Comment ça a été approché, justement, ce sujet-là? Ça a été l'objet de restrictions sur les conditions d'accès ou au contraire, c'était l'objet d'une plus grande information dans ces cas-là? Alors, c'est surtout de l'information, puisqu'on est quand même sur de la clientèle vulnérable, hein, ce qu'on appelle vulnérable, qui peut être aussi influencée par des tiers. Donc, surtout, on est sur des rendez-vous physiques en agence, qui sont importants. On ne fait pas de la vente de prêts viagers par téléphone ou au domicile du client. On le fait vraiment en agence. Interdit de plus, je crois, Tout par à la fait. loi, hein, si mes souvenirs sont encore bons. Tout à fait. Donc, c'est vraiment encadré pour bien pouvoir. On a construit aussi des questions aussi pour que le conseiller puisse questionner son client pour vérifier qu'ils sont en toute capacité de comprendre le produit, de comprendre ce qui est la suite aussi qui va se passer. Et ensuite, tout est encadré avec des rendez-vous qui sont pris chez le notaire, ne serait-ce que sur la première partie pour avoir une attestation de propriété avec les ayants droit, pour qu'il y ait une information aussi auprès Et des les éventuels créanciers qui pourraient être inscrits aussi, oui, en plus. Voilà, mais déjà, ne serait-ce que sur la structure familiale, pour que tout le monde soit au courant en fait de ce qui se passe et de la suite, puisque surtout ce qu'on veut toujours ce qu'on redoute, hein, c'est que les clients nous parlent des héritages en fait des enfants ou des petits enfants. Donc c'est pas du tout le cas, au contraire, hein, puisque nous l'avantage en fait sur le prêt viager hypothécaire, c'est que le prêt en fait sera toujours plafonné, le montant de la dette sera toujours plafonné à la valeur du bien, donc pour ne pas laisser de dette aux héritiers. Et la solution, en fait, au moment du décès, c'est effectivement soit on rembourse le prêt et on conserve la pleine propriété du bien, soit effectivement, on va jusqu'à la vente et pour solder la dette. Et du coup, voilà, tout est encadré avec des rendez-vous notariés pour accompagner le client du début à la fin jusqu'au versement des fonds qui se fait bien chez le notaire lors de la prise de garantie pour être sûr que les fonds sont bien remis au client et qu'il n'y ait pas de déviance. D'accord. Julien, pareil, CFCL, dans le même esprit. Je pense qu'on on a cité les notaires. Je pense que le tiers de confiance central, voilà, que ce soit pour le prêt viager hypothécaire ou pour les donations, pour tout autre prêt, font que c'est très important, voilà, qui est le notaire tiers de confiance. En plus de ça, la réglementation, la CPR nous demande voilà, d'avoir des outils de prévention liés aux personnes âgées potentiellement vulnérables, les PAPV. Donc il y a des process, des formations. C'est encore plus prégnant pour nous qui passons par un réseau externe. Donc on est très vigilant à la fois sur l'ouverture du partenariat déjà. Quand on a un contact, il y a un diagnostic sur la manière de travailler finalement des courtiers et d'adresser ce produit-là de manière spécifique. Et comme tu l'as dit Virginie, je pense que c'est hyper important justement de pouvoir contacter les clients s'il y a des ayants droit, faire des rendez-vous téléphoniques sur cette thématique-là en complément du partenaire. Parce que c'est nous qui octroyons le crédit, donc c'est important qu'on ait bien conscience et qu'on fasse aussi intervenir lorsqu'il y a justement un sujet d'ayant droit, les ayants droit au prêt. Alors, le parcours, on va dire, du projet, il se déroule comment? Concrètement, l'intermédiaire bancaire identifie un besoin ou est sollicité. Hop, il passe en mode découverte de la situation, il y a un contenu spécial à recueillir, il vous transmet après la base et c'est vous qui prenez le relais en le tenant au courant. Ça se passe comment là-dessus? J'ai pas interrogé Virginie puisqu'il n'y a pas l'intermédiation, donc je passe par rapport à toi. En fait, c'est comme un crédit classique. Voilà, il y a une demande plutôt de besoins clients. Voilà, comme tu le disais, on peut pas faire n'importe quoi, faire du porte-à-porte ou quoi que ce soit. C'est vraiment très important pour nous. La découverte.
On fait très attention à l'objet du financement, parce que voilà, ça peut être aussi des indicateurs liés à des mauvaises pratiques sur ces thématiques-là. Mais effectivement, on a un cadre. Comme tu le sais, Bruno, on est un industriel du crédit avec des process. On est plutôt connu pour demander beaucoup de pièces lors des octrois des crédits, mais finalement... Ça s'appelle du sadisme et du sadomasochisme. Non, mais c'est un gage de sérieux, mais bien sûr, notamment dans le cadre de ce produit-là. Je pense que finalement, notre rigueur alsacienne, mais néanmoins bretonne au sein du groupe Arkea, fait que voilà, on est, lorsqu'on octroie un crédit, c'est 100% sécurisé. Lorsqu'on refuse aussi, c'est aussi bien contextualisé. Donc voilà comment on fonctionne avec nos partenaires en termes de parcours client. Alors, moi, je me posais toujours une question, je fais le faux profane, hein, mais j'ai basculé, je décide d'aller avec une de vos solutions à l'un de vous quatre, en cours de route, un événement. Je ne sais pas, quel peut-être, hein, je me remarie ou j'ai envie de me remarier à 80 ans, j'ai mes enfants qui me font des entourloupes et j'ai d'un seul coup plus forcément envie de ça. Je peux stopper ou une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, c'est fini, je suis obligé d'aller au bout. Sophie ? Alors, une vente en viager, c'est la vente d'une pleine propriété. Donc, il y a un transfert de propriété au jour de la signature de l'acte. Idem pour la nue propriété. Donc non, on ne peut pas faire machine arrière, d'où l'importance de la vigilance accrue sur la capacité de bien comprendre le besoin du vendeur, qui soit, on l'a vu, maintien à domicile, protéger le conjoint survivant aussi. D'ailleurs, c'est de plus en plus avec des remariages. Ouais, parce que très souvent, madame ne travaillait pas ou n'était pas déclarée, aidait son conjoint, artisan, commerçant, et la pension de reversion n'est pas si simple que ça à obtenir. Donc on a beaucoup de cette situation de protection du conjoint, et puis encore une fois, de transmission quand on le peut à des enfants, parce que quand on disait que l'héritage sautait d'une génération, c'est vrai que c'est plutôt à l'âge de 30, entre 30 et 40 ans, qu'on aurait besoin d'un coup de pouce financier de nos parents pour nous aider à financer la résidence principale, les études supérieures des enfants. Donc c'est vrai qu'on est dans une société qui change, mais en tout cas, quand on a vendu en viager ou en nue propriété, pas de point de non-retour. Il y a une agilité par rapport au contrat avec des indemnités qu'on peut verser en cas de départ par anticipation. Bien évidemment, on n'est pas prisonnier dans son bien et dans l'obligation de l'occuper pour le senior à vie. Mais en tout cas, c'est un acte irrévocable et il faut bien réfléchir avant de se lancer. Pour les financements bancaires. Voilà, à l'inverse, c'est que justement, on est sur du financement et il n'y a surtout pas de transfert de propriété. Donc, c'est bien un financement hypothécaire sur le bien. Donc, effectivement, on peut rembourser à tout moment son crédit, son prêt viager hypothécaire, solder sa dette et on repart avec une page blanche. Quand on en a la capacité aussi Exactement. de Oui, rembourser, tout à fait. je rencontre beaucoup de vendeurs qui, avec le crédit foncier, qui avaient pu faire des ventes... enfin pas des ventes, mais des prêts viagers hypothécaires. Et voilà, c'est un autre mécanisme. Tout à fait. Et souvent, le prêt, l'argent qui est distribué sous forme de prêt a été consommé par le senior qui n'avait pas d'autre patrimoine mobilier, en tout cas, pour le payer. Ou alors les enfants, peut-être. Du coup, voilà, c'est ça, c'est les enfants qui peuvent intervenir. Ouais, je pense qu'il y a un sujet... de bien calibrer finalement la demande. Pour parler du prêt hypothécaire, il est aussi réversible et il se rembourse au fur et à mesure via des paiements de mensualité lorsqu'on finalement remet de la dette sur un patrimoine qu'on a, mais comme tu le disais, là c'est des gens qui sont en capacité d'emprunter à nouveau parce qu'ils ont une retraite, parce que peut-être le besoin était bien calibré aussi, parce que, comme dit, on a besoin peut-être que de 50 000 euros, peut-être de 20 000, peut-être... voilà, il y a aussi ce sujet de bien calibrer dès le départ le montant dont on a besoin pour répondre aux besoins, soit personnels, soit de sa descendance. Et donc voilà, je te rejoins.
et j'ai introduit finalement cette notion de besoin, il faut qu'on ait des professionnels, notamment côté partenaires externes, pour bien calibrer la demande, former, pour justement pas se retrouver dans une situation où j'avais pas compris. Du coup, un acte irrévocable aussi, où finalement, tu as la capacité, enfin psychologiquement, tu dis que tu as la capacité de rembourser, donc tu as une liberté d'action, et que finalement, tu te retrouves dans une situation où quand tu as 60% la valeur de la maison qui est prêtée sous prêt de viager hypothécaire, c'est compliqué quand même, 10 ans après, de solder la dette. Tout à fait. Qui n'est plus à 60%, mais qui, et c'est normal, a été augmenté. C'est pour ça que je parlais du prêt hypothécaire et pas du prêt viager hypothécaire, qui est un mécanisme différent. Tout à fait. Où quand on fait un prêt hypothécaire, on rembourse des mensualités. Sur le prêt viager hypothécaire. Un in fine qui. On a une capitalisation des mensualités. Oui, c'est comme un prêt in fine, c'est ça. Et puis les sommes sont plus accessibles pour un remboursement. Quand on est sur un prêt hypothécaire, que le prêt viager hypothécaire... Mais donc le message général, c'est quand même que c'est des décisions lourdes de conséquences et c'est pas fait pour être réversible. Traité à la légère. Enfin, je veux dire, c'est quand même des solutions... Oui, alors... Après, mon propos de la marche arrière était peut-être un peu exagéré, quoi qu'il a peu existé. J'ai évoqué un cas que j'ai déjà rencontré quand j'étais à l'époque banquier, mais je pourrais avoir le cas, par exemple, d'une personne qui demande 50 ou 60 000 et qui finalement, dans les travaux, a besoin de plus parce qu'elle n'avait pas forcément anticipé son incapacité à une difficulté de mobilité à l'intérieur de la maison. Elle est obligée de refaire des travaux. Il n'y a plus la retraite reversée. Elle n'est pas forcément aussi facile à obtenir. Et du coup, derrière, on est face à cette situation en disant j'ai pas forcément bien dimensionné parce que j'avais pas exprimé, j'avais pas forcément conscience de ça. C'est tous ces sujets-là qui sont sur le tapis en général. Je pense que nous, 4 professionnels, on s'accorderait pour dire qu'on n'est pas magicien. Donc, l'acte sera forcément pas anodin et c'est pas court-termiste que de trouver une solution à un besoin déterminé. Après, il y a d'autres solutions, des prêts à la consommation ou autres, quand on a des besoins de financement très réduits. Mais là, on parle vraiment d'un besoin quand même important, d'un maintien à domicile. Et quand on dit que c'est plus de 53 milliards de dépenses publiques, le financement de la dépense, on se doute bien qu'en version microéconomie, ça a un coût, la dépense d'un senior. Donc forcément, l'acte de mettre en vente ou de souscrire à un prêt viager hypothécaire, si c'est le cas, n'est pas anodin et demandera une capacité de remboursement s'il le peut, ou en tout cas d'acceptation, tout simplement, qu'on hérite de soi-même. Et c'est pour ça que, pour boucler avec la question d'avant, il me semble que c'est pas idiot aussi de dire que le consommateur, en général, si on l'appelle comme ça, il est probablement... on peut lui recommander d'aller voir des professionnels compagnons sur rue, voir des grandes maisons qui sont là depuis des centaines d'années, parce que probablement il sera en lien avec des professionnels qui ont tous ces sujets-là à cœur aussi. Et je pense que Sophie, elle ne fait pas une vente pour faire une vente, elle fait une vente parce que ça correspond aux besoins. Et nous, chez Monetivia, c'est pareil. On ne veut pas faire de vente. On fait très attention à ça, parce que le retour de boomerang, il est énorme. D'abord, je pense qu'on peut se réjouir de la diversité des solutions. Oui. Parce que finalement, que ce soit le viager, la nue propriété, le PVH, tous les deux, plus il y a de banquiers, mieux c'est. Parce que je pense que finalement, plus il y a de solutions et plus il y a de banques qui vont arriver sur ce marché-là, plus on va pouvoir répondre aux besoins. Quand on voit la place du prêt viager hypothécaire en Angleterre versus chez nous, voilà, il y a un vrai potentiel aussi de développement pour les banques et pour nos activités, et finalement des leviers qui doivent être connus, et merci de finalement nous inviter dans ce média pour en parler, parce que c'est aussi l'occasion pour tout à chacun de connaître ces solutions, d'en parler de manière conviviale et agréable aussi, et professionnelle. Donc je pense que c'est aussi très important de pouvoir dire il y a des solutions aux Français et aux Françaises, et vous en avez 4 belles autour de la table.
Non, mais j'avais bien aimé l'introduction de Sophie tout à l'heure par rapport à ça, en disant on a besoin d'en parler pour éduquer les gens et puis faire passer les messages. Casser la tête ou couper la tête, ça dépendra si on est sévère ou pas, à des idées préconçues ou à des a priori qui circulent et sur lesquels d'ailleurs certains surfent aujourd'hui. Et Bruno, là, on peut penser que c'est un débat, une discussion professionnelle d'experts, mais finalement, Pas dans du la tout. sphère Ça nous touche. personnelle, Ça nous touche tout tous. le monde a de près ou de loin un aîné qui, on doit trouver des solutions parce qu'en tant qu'enfant, on est acquis que la solidarité financière va de ascendant vers descendant. Là, il n'y a pas de sujet, mais le Code civil le prévoit aussi de descendant vers ascendant. Tout à fait. Et aujourd'hui, les enfants, quand on a justement une cinquantaine d'années et que on a emprunté sur 25 ans sa résidence principale, que les enfants veulent faire des études supérieures, c'est génial. Mais il faut aussi penser à la fois jongler entre le financement de la jeune génération et le financement, sans alourdir le fardeau des générations futures, parce qu'il y a ce sujet-là aussi. Et il y a le sujet de nos grands-parents pour le financement de la dépendance. Donc, avec des revenus d'activité qui sont de plus en plus limités, tout le monde connaît l'inflation, tout le monde a ses sujets, voilà, dans sa sphère personnelle. Donc, ça permet aussi d'acculturer et de se dire, c'est quoi les idées reçues, c'est quoi les solutions, et finalement, c'est quoi l'évidence. Enfin, aujourd'hui, ça devient... D'ailleurs, de plus en plus, c'est les enfants qui viennent nous voir. Tout à fait. De plus en plus souvent. Enfin, nous, chez Motivia, plus qu'avant, j'ai l'impression. Alors quand tu dis ils viennent te Les voir, enfants c'est-à-dire que les enfants oui, des mais seniors. parce qu'ils estiment que leurs parents ou leurs grands-parents sont pas en capacité d'identifier le besoin ou parce qu'ils le connaissent pas. Probablement, parce qu'ils vont les aider à processer le sujet qui est pas forcément facile. Et puis parce que potentiellement ils sont concernés, c'est-à-dire que effectivement s'il n'y a pas de solution et qu'il y a un besoin de financement, à un moment donné ça peut leur entre guillemets leur revenir dessus. Bien sûr. Si je sais pas la bonne expression, mais en tout cas ils vont peut-être être amenés à contribuer si jamais. Enfin je vais pas reprendre tous les chiffres qui ont été cités, mais Après, je pense que le débat qu'on a là, tu vois, c'est que... C'est un débat de famille qui a Quand j'en aurai 70, Ouais. j'aimerais avoir cette discussion de manière transparente, tu vois, avec les enfants, pour anticiper peut-être ce fameux PAPV avant que ça arrive, parce que ça peut arriver à tout le monde, et qu'on soit très... Ne pas être dans l'urgence, en fait, je crois que Exactement, c'est ça. Et comme le disait Thomas, je pensais justement, quand j'avais reçu des enfants qui venaient avec leurs parents, la sœur était pour mettre en vente en viager, le fils ne voulait pas, donc on a eu ce sujet à 4. Et le fils disait, quand il y aura besoin, le patrimoine vaut 300 000 €, on le vend, et ce patrimoine financier servira à payer la maison de retraite. Sauf que des fois, il ne faut pas aller très, très loin. Et comme je disais, je suis assez factuelle. En fait, 300 000 divisé par 5 000 ou 6 000 €, je dis, vos parents tiennent 4 ans. Qu'est-ce qui se passe après 4 ans pour financer la maison de retraite qui ne fait pas œuvre de charité? Donc, le directeur de maison de retraite qui, en plus, on l'a vu, il peut y avoir des listes d'attente. On n'accède pas comme ça à un EHPAD de qualité si facilement que ça. Et peut-être que le directeur d'EHPAD va aussi regarder quelles sont les ressources financières qui vont assurer à ce directeur d'EHPAD, et sans parler des scandales qu'il y a pu avoir dernièrement, mais de financer à bien la résidence des grands-parents. Et donc là, le fils, en fait, des fois, c'est des choses aussi simples qui peuvent être percutantes et qui disent « Ouais, effectivement, il se passe quoi ?» Soit tu finances la maison de retraite de tes parents, soit tu héberges tes parents chez toi. Mais on n'est plus trop dans cette ère de société. Oui, et puis encore faut-il avoir, on l'a évoqué tout à l'heure sur les prix de l'immobilier, encore faut-il avoir la surface pour pouvoir le permettre de l'accepter, et puis l'infrastructure, c'est-à-dire que si vous habituez au 2e étage sans ascenseur, c'est mort, ça veut dire qu'on condamne la personne à garder la chambre à domicile ou quelque chose comme ça, avec la pesanteur qu'en plus ça va générer au sein de cet esprit, de cette cellule familiale. Donc voilà, subie plus que... Et nul ne se résout de gaieté de cœur à placer un parent en EHPAD quand il a la capacité de rester chez lui. Et ce qui est assez triste, je le disais, on assiste à une vraie paupérisation de nos grands-parents. Quand j'ai commencé, il y a une bonne quinzaine d'années, ils avaient en moyenne 72 à 75 ans. Aujourd'hui, ils ont 60 ans quand ils poussent la porte des agences. Et ils sont en fin de carrière et ils se disent, de toute façon, je n'ai pas les moyens, et sans parler de la projet des réformes des retraites qui est suspendu, le gel des pensions de retraite qui serait remis au bout du jour. Mais
En attendant, on a des vendeurs qui sont de plus en plus jeunes et qui ont des besoins. On en revient toujours à ce même sujet, que le professionnel qui est formé et habilité à répondre à cette génération-là comprenne bien quel est le besoin du vendeur et de l'adapter aux différents produits qui s'offrent à lui. Un besoin, plusieurs solutions et de comment. Oui, c'est ça, mettre, parce en fait, que les le bonnes principe, justement, il est là. C'est souvent, d'ailleurs, on nous apprend tous ça dans nos métiers, c'est de ne pas avoir un carcan, c'est d'avoir l'écoute et la découverte de la situation pour pouvoir ensuite adapter. Et si on a plusieurs solutions, effectivement, Oui. on aura cette possibilité d'adapter. Un exemple par exemple, vous voyez, je pensais à un vendeur qui était à la limite de sauter une tranche marginale d'imposition. On va calculer aussi la rente viagère de manière à ce qu'il n'ait pas une fiscalité trop importante. Donc c'est vrai que c'est du sur-mesure et c'est toute la richesse aussi de nos métiers, c'est qu'on peut vraiment s'adapter et puis proposer des offres plus ou moins innovantes. Merci beaucoup. On arrive, vous voyez, ça passe très vite, 1 heure. Donc, on arrive tout de suite à la fin de cette table ronde. Je voulais vraiment vous remercier pour tous ces sujets-là. Un petit mot pour nos auditeurs qui sont principalement des intermédiaires de banque, mais potentiellement le Kidam, puisque la fédération a sa chaîne YouTube en grand public. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'on était suivi par beaucoup de banquiers. Donc, un petit mot que vous pourriez donner, un conseil sur, je me retrouve face à ces situations, alors en dehors du fait de venir vous voir, etc. Comment je peux m'y retrouver dans ces subtilités d'existence de solutions différentes, etc. Et puis, tout simplement aussi par rapport à votre activité et comment vous le traitez, comment vous passez par là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut vous appeler? Faut prendre rendez-vous? Faut venir vous voir? Évidemment. Évidemment. La perche était trop belle pour pas être vendue. Je pense que tout le monde répondra la même chose. On est tous, formés, habilités, compétents sur le sujet. Et le mieux déjà, c'est de faire fi de ces barrières psychologiques et de s'ouvrir à des horizons nouveaux pour se dire finalement comment je peux transformer de l'immobilisation en mobilité pour servir, l'objectif c'est servir le client. Donc, comment satisfaire au mieux son besoin et de s'orienter, de regarder sur le web tous les sites internet de nos belles enseignes et puis de nous appeler. Julien, Moi, comme on je va pas le dis, pouvoir venir te voir Non, puisque non. tu veux pas qu'on travaille exactement, en direct avec toi. sonne à ma porte, malheureusement, je ne peux pas répondre, c'est vraiment 100% intermédiaire. Non, ce que je disais, c'est que je pense qu'on participe là, lors de cette émission à la démocratisation aussi et à la prise de conscience des diverses solutions en fonction des besoins des clients. On voit aussi, si je parle de nos distributeurs, des distributeurs, notamment CGP, qui sont de plus en plus impliqués aussi dans la gestion patrimoniale, mais finalement qui connaissent toutes les générations et qui peuvent aussi être précurseurs dans la réflexion et de la présentation des solutions, que ce soit le viager, la nue propriété, le PVH ou le prêt hypothécaire classique. Donc voilà, je pense que on est à un début, ou en tout cas un moment à la fois important pour nos aînés, à la fois important pour ceux qui vont l'être, et qu'il faut connaître finalement toutes les solutions qui existent dans nos différentes maisons. Et vulgarisation ne veut pas dire justement un gros mot, mais bien... J'ai dit démocratisation. Non, mais moi je le dis, Ouais. vulgarisation, justement de pouvoir le donner à un plus grand nombre. Thomas, un moi, petit conseil? Je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, de conseillers en gestion de patrimoine ou de banquiers qui sont pas forcément à l'aise avec ces sujets-là parce qu'ils les connaissent pas très bien, et c'est bien normal, c'est pas leur quotidien. C'est des sujets qui deviennent plus prégnants pour eux, donc ils hésitent surtout pas à venir nous voir en amont. Nous, chez Monétivier, on a toujours travaillé depuis le début avec des conseillers en gestion de patrimoine, et plus tôt on discute d'un cas client, mieux c'est pour ne serait-ce que mettre à plat un peu l'échantillon des possibles. Et donc, le bon réflexe, enfin, je redis un peu ce que vous avez dit, mais venez nous voir le plus tôt possible. Et puis, ça n'engage à rien, d'abord. Et puis, je pense qu'effectivement, vous apprendrez peut-être des choses, parce que, non pas qu'on a le savoir, mais c'est juste que c'est pas des sujets que tout le monde connaît forcément très bien, donc c'est pas forcément... Il y a une dimension psychologique en plus qui est très importante. Ouais, une dimension psychologique d'approche du client sur ces sujets-là qui est quand même pas anodine. Donc, j'ai envie de dire aussi, mais là je prêche un peu pour ma paroisse,
pour notre paroisse, plutôt que de dire des bêtises aux clients un peu par méconnaissance, pas une volonté de mal faire, mais c'est par méconnaissance, venez nous voir en amont aussi, qu'on vous donne peut-être quelques ficelles de base ou quelques clés de compréhension de base pour que vous soyez aussi plus percutant auprès du client quand vous le voyez. Virginie, le mot de la fin? Et surtout, voilà, C'est pas de la fin, ça pourrait être morbide. Non, faut pas oublier que c'est des projets justement qui sont aussi longs à mettre en place, puisque il y a beaucoup d'échanges, que ce soit avec les clients et même transgénérationnels, puisqu'on va en parler avec les ayants droit. Effectivement, comme tu disais, soit ça vient justement des ayants droit. Donc ça peut arriver effectivement dans le courtage où on arrive en fait avec ces solutions-là pour aller chercher de l'apport finalement sur le client qu'on veut financer, qui peut avoir des biens immobiliers par ses parents, ses grands-parents, d'aller chercher cette liquidité-là pour conforter aussi le dossier courtier, donc sur lequel on va pouvoir aussi intervenir. Et voilà, et surtout le fait de démocratiser, d'en parler, c'est pas un sujet tabou, et de pas laisser justement nos seniors dans des situations des fois qui vont être très précaires, de peur de laisser une dette aux enfants, etc. Donc le fait de pouvoir en parler le plus tôt possible, pour que justement cette deuxième partie de vie se fasse sereinement et non pas dans des conditions des fois précaires. Alors ça ne doit plus être un sujet tabou, parce que j'ai aussi connu mes générations précédentes qui avaient souvent du mal à évoquer cela, parce qu'on n'en parlait pas de ces choses-là, surtout pas. Premièrement, ça pouvait faire venir le mauvais sort. Et puis deuxièmement, ce sont des choses qui ne nous regardaient pas, qui étaient le fait de nos parents, grands-parents. Aujourd'hui, effectivement, compte tenu des organisations patrimoniales et familiales, je pense qu'il est important d'anticiper au maximum. Merci d'avoir dispensé vos savoirs et puis vos mises en garde par rapport à tout ça. Passez une excellente soirée. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission des Fans du Crédit. Fans de Crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.